Mon invité aujourd'hui parle sans fioriture du travail, du rêve que l'on nous vend et de tout ce qui se joue dans l'entreprise. Hélène Schetting est coach de dirigeants, ancienne directrice marketing, ex-directrice de cabinet politique, enseignante en management et l'autrice de Putain de facteur humain, un livre qui pique, comme elle le dit elle-même, et qui s'attaque aux idées reçues sur le bien-être et la santé mentale au travail, la performance, l'écologie, entre autres sujets, et surtout comment tous ces sujets sont liés et font système. Dans cet entretien, nous revenons sur son parcours, la déflagration qu'a été la maternité pour elle comme pour de nombreuses femmes, le mythe du bonheur au travail, les signaux que le corps envoie quand la situation est intenable et de bien d'autres choses. Un échange parfois cru, sans langue de bois, bref, comme je les aime. Je suis Sarah Elefida, créatrice de ce podcast et coach de carrière pour celles qui n'en peuvent plus de leur vie professionnelle. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Hélène Schetting. Bonjour Hélène, Bonjour Sarah. comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, je vais bien, je suis hyper contente d'être avec toi, une vraie joie. Ok, bah super, écoute moi aussi. Je vais commencer avec la première question que je pose à toutes mes invitées, qui est: peux-tu te présenter sans dire ce que tu fais? Mm. Je m'appelle Hélène Schitting et moi ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'humain, euh, la planète, les animaux et le business. Euh, Ce que j'aime, c'est de voir ce qu'on ne montre pas, c'est d'entendre ce qu'on ne dit pas, c'est de comprendre ce qui se joue quand les choses sont cachées, et c'est de mettre en lumière euh, ce que tout le monde cherchera à planquer. Ce sera un peu ça l'idée. Ok. Je rebondis sur ce que tu as dit au début sur l'humain, la planète, les animaux et le business, Mm. parce que j'ai lu ton livre, Putain de facteur humain, qui est sorti, je pense, en novembre 2025. En octobre, ouais, octobre Octobre. 25, ouais. Voilà. Et justement, ce qui m'a frappé dans le livre, mais on en parlera plutôt à la fin de l'entretien, je voulais juste lancer ça comme ça, c'était cette volonté de tout lier justement entre l'humain, la planète et le business, sans vision naïve de on peut tout faire pour l'humain et la planète, mais on oublie le business, ou sans vision 100% mercantile qui serait on fait passer le business avant, qui est une vision néolibérale classique, quoi. Business avant tout le reste. Et justement, je trouvais intéressant cette façon de tout mettre ensemble dans un livre qui parle finalement de l'entreprise, du management, des gens, etc. Et je voulais, par rapport à ça, dans une interview de toi que j'ai entendue récemment, tu disais, j'ai mis 15 ans à écrire ce livre. Et j'aurais voulu savoir justement ce qui s'est passé avant ces 15 ans pour que tu en arrives là, et puis après, ce qui s'est passé pendant ces 15 ans pour que tu écrives le livre. Il y a beaucoup de questions là dans ta question. Il y a beaucoup de questions dans Il ma y a beaucoup question. de questions à question. J'aime l'idée du triptyque business, profit, humain, planète, etc. Là, on est dans un quatuor, pas du tout dans un triptyque, peu importe. C'est l'idée de comprendre que tout est interconnecté en fait. Et que tu prends juste la partie business sans parler de la planète, c'est complètement déconnant. Que tu penses que juste l'humain sans penser à l'analytique et sans business, mais c'est aussi ma formation, une vision en fait, et ça va te parler probablement, une vision systémique en fait. Une vision systémique, une vision en fait holistique du monde et pas du tout une vision séquencée où en fait tout serait dans des cases, hein. J'ai vraiment la croyance que à partir du moment où on a cette vision holistique, on a une vision beaucoup plus large, plus globale, plus ample, une vision à 360 degrés qui permet finalement de comprendre, euh, ou en tout cas de tenter de comprendre l'ensemble des enjeux. Oui, alors tu disais 15 ans, on aurait même pu dire 25 à écrire ce livre. Euh, ouais, en fait,
C'est bizarre, tu vois, je vais être très honnête avec toi, ce bouquin, en fait, je l'ai écrit en 3 mois, 3 mois à peine, 2 mois et demi, 3 mois. Mais je crois que ça fait ouais, 25 ans que je l'ai dans ma tête parce qu'il parle, ce livre, du terrain, de l'expérience et, euh, et surtout des interconnexions. Je le répète, c'est fondamental dans ma vision. euh, entre, ce qui nous lie tous, c'est-à-dire, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, je réenfonce le clou, humain, planète, profit ou business, t'appelles ça comme tu veux, de comprendre que il est issu de mes expériences et de mes rencontres, en fait. Hmm. Et du coup, si on prend ton parcours à toi, comment ça s'est fait et enfin quel était ton parcours déjà au début quand tu as commencé à travailler et comment est-ce que au fur et à mesure tu me diras comment est-ce que ta vision finalement s'est construite par rapport aux expériences que tu as pu avoir. Mm. J'ai un parcours qui pourrait sembler un peu, on va dire, anarchique et chaotique. Non, c'est pas vrai. J'ai été très rapidement projetée sur des jobs à responsabilité très jeune. Bon, c'est pas hyper intéressant. J'ai fait du droit où je me suis emmerdée comme pas possible. Je suis littéraire au départ. Et moi, j'ai toujours voulu être prof. Mais je viens d'une famille d'entrepreneurs et prof, c'était pas ouf, quoi. Quand moi j'ai dit à mon père que j'allais être prof de littérature, il m'a dit, pardon, c'est pas un métier, tu pourrais me dire, s'il te plaît, un vrai métier. Et donc, je me suis retrouvée en droit un peu malgré moi, où je me suis beaucoup ennuyée. Après, j'ai fait du marketing, je me suis spécialisée, bon, bref. Et je suis retrouvée très vite sur des postes de direction très jeunes. euh, par opportunité. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger parce que je travaillais dans un univers plutôt. Donc, je me suis retrouvée très vite, il y a de ça 25 ans, avant qu'il y ait des influenceurs à Dubaï. Je me suis retrouvée à vivre une partie du temps aux États-Unis, en Floride, en travaillant avec Disney. Bon, bref, donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé dans les pays de l'Est. Bon, bref. Et j'ai donc une carrière plutôt orientée vers le management, vers les équipes, vers plutôt opérationnel avec des postes où j'étais souvent dans les comités de direction. Bon, bref, j'ai été aussi directrice de cabinet d'un homme politique, j'écrivais des discours, je me suis fait chier, j'ai eu des mains au cul et des remarques sexistes. Je te caricature le parcours de la fille, hein, mais c'est ça. Et puis en réalité, je me suis retrouvée après chassée. Euh, le parcours est long, hein, j'ai une vie de chat, hein. Je me suis retrouvée chassée par un type assez génial qui venait, lui, de l'optique. Et puis, on a travaillé ensemble sur une start-up dans le secteur du bien-être. De là, ensuite, j'ai été chassée pour à nouveau être directrice marketing dans le secteur de la beauté et du soin. Bon, bref. Et puis arrivé à un moment donné, j'ai eu un enfant. Et là, ça a tout remis en question. euh, parce que mon mari, lui, voyageait aussi beaucoup et que deux à voyager quand tu as un enfant en bas âge, c'est très compliqué. Et j'ai été, alors je le dis sans aigreur, mais j'ai été la variable d'ajustement, mais je le verbalise quand même. Et donc je me suis dit, mais je peux pas être que mère de famille, ça va me faire péter un plomb, quoi. Et tu sais, j'ai toujours en tête la voix de, comment s'appelle-t-elle cette fille que j'aime beaucoup? Lisa Azuelos, tu sais, la réalisatrice, elle a fait LOL, elle a fait, Hmm. tu vois qui c'est cette femme? Azuelos. Ouais, je connaissais pas son nom, mais je vois ce Tu, qu'elle a tu, fait, ouais. tu vois? Et un jour, à son premier enfant, il y a le gynéco qui arrive et elle était en larmes et elle le raconte, c'est dans la presse, tu vois, elle le raconte souvent. Et, et elle dit au gynécologue, mais
Et je pourrais, l'obstétricien, mais je pourrais jamais, comment je vais faire et tout ça. Et il lui a répondu, et je l'ai aussi en tête cette phrase depuis, être une bonne mère, c'est être une femme heureuse. Et tu vois, moi, je me suis dit, merde, je vais pas pouvoir être que daronne, quoi, c'est pas Mm, possible. mm, mm, Donc c'est comme ça que j'ai monté ma boîte, tu vois. Donc mon fils a 15 ans, donc tu vois, ça correspond à ça. Et puis je me suis dit, est-ce que c'est pas l'opportunité non plus de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire enseigner. mm, Et c'est comme ça que j'ai démarré en fait à enseigner le marketing. Tu vois, dans l'enseignement supérieur, au départ, j'ai commencé avec des bac+2, des BTS, tu vois, à parler et de mon expérience et puis de la réalité du terrain. Et puis, tu vois, j'ai commencé en parallèle de tout ça, ma boîte de conseil, et puis l'enseignement en parallèle, mon fils. Et puis, tu vois, je me suis jamais arrêtée. Après, ça a pris une autre voie puisque j'ai voulu me spécialiser dans l'accompagnement de dirigeants parce qu'en fait, j'étais très sollicitée de nombreuses années après par les équipes que j'avais eues qui me disaient toujours: «Oh Hélène, est-ce qu'on peut aller déjeuner ensemble? Vous pourriez regarder mon CV. Oh là, j'ai un changement dans ma vie pro. Est-ce que vous pourriez me donner des conseils? Oh là, est-ce que tu peux me filer un coup de main? Est-ce que Enfin, tu vois, je me retrouvais dans des situations où en fait, un peu comme Monsieur Jourdain, je faisais en fait de l'accompagnement et du coaching sans le savoir. Et je me suis professionnalisée et j'ai repris mes études et je suis allée à HEC où j'ai obtenu ma certification. Et là, je te dis ça, tu vois, il y a 10 ans, pile mm, poil. mm, 10 ans. Et je fais une parenthèse, on en a parlé en off avant l'émission, mais ce monde du coaching, alors tu sais que, alors oui, j'ai une spécialité, c'est que je ne finis aucune de mes phrases, je t'expliquerai après pourquoi. Euh, le coaching nécessite, et tu le sais aussi bien que moi, beaucoup de rigueur. C'est un monde qui est exigeant. Et j'ai vraiment la croyance chevillée au corps que lorsqu'on est avec des humains, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Raison pour laquelle les certifications, je le dis tiens, aux auditrices qui nous écoutent, c'est qu'elles l'aient bien en tête si elles veulent se faire accompagner. Je fais une parenthèse pour notre métier, ça. J'espère que ça te va, Sarah. vas-y, vas-y. D'exigence, de rigueur et de toujours de comprendre que lorsqu'on travaille avec un coach, c'est pas n'importe quoi. Dans notre déontologie, on a un code et charte de déontologie. Un bon coach, il est supervisé. Il a lui-même, je t'en parlerai un peu après si tu veux, fait une thérapie. Ça a été mon cas pendant 10 ans, 1 à 2 fois par semaine, un travail analytique. C'est pas neutre, tu vois, c'est pas un métier où tu te réveilles un matin en te grattant, on va dire, poliment la tête, en te disant, tiens, je vais faire ce job-là. Non, 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 non. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et parce qu'il est complexe, on doit lui faire honneur en étant je crois, extrêmement sérieux. Je ferme la parenthèse sur le monde du coaching. Je dis ça parce que, si tu veux, il y a tellement, je vois pulluler tellement de gens qui font tout et n'importe quoi que je profite de ton micro pour faire cette parenthèse. Mm, Et je pense que tu seras aussi sensible. mm, Euh, bon, tu vois, bon, bah, je suis partie, j'ai digressé comme tout le temps. Oui, 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 bon, bah voilà, cette prise de conscience, tu vois, il y a un avant et un après dans mon parcours professionnel où j'ai toujours agi en fonction, non pas d'un plan de carrière, c'est ça que je voulais te partager. J'ai jamais eu de plan de carrière à me dire je vais aller là, puis après je vais faire ça. Non, en fait. Je- Ouais, en fait, il y a eu des opportunités dans ma vie qui sont passées. J'ai sauté dans les trains. J'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis retrouvée très jeune à des postes de direction parce que j'ai eu moi-même des présidents qui ont confiance, qui ont aimé ma façon de parler.
je crois, ma liberté de ton. Je crois que j'étais très innocente à l'époque. Tu vois, quand je démarre à 21 ans, euh, c'est l'émerveillement. J'ai ça, je crois, intérieurement fort, l'émerveillement de l'enfant, tu vois, sans naïveté. Et je Mm. pense on peut combiner les deux. Bon, là, tu vois, je suis trop loin, faut que tu m'arrêtes. Tu vois, et l'écriture du livre, je sais pas si j'ai répondu du coup à ta question. Ouais, ça correspond à ça, tu vois, ce putain de facteur humain. Il parle du terrain, des équipes que j'ai managées, des dirigeants, des équipes que j'ai accompagnées ces 15 dernières années. Et comment c'est pas remettre de l'humain dans les organisations, c'est comment on fait en sorte que euh, putain, quand on passe 8, 10 heures par jour au taf, comment on fait pour que ça se passe bien en réalité, tu vois, ou en tout cas le mieux possible. Mm. Je voudrais rebondir sur un truc et Ouais. du coup enchaîner aussi sur quelque chose que tu dis dans le livre. Tu as dit j'ai eu un enfant et ça a rebattu les cartes en quelque sorte, ce qui est ce que vivent beaucoup de femmes, ce que j'ai vécu moi aussi, mais ça n'a pas tant pour moi en tout cas rebattu les cartes en termes de je vais être la variable d'ajustement même si en effet je l'ai été, mais ça a remis complètement en cause mon engagement pour l'entreprise en fait. Où je me suis dit, mais entre mes enfants et mon taf, où est-ce que j'ai envie de m'engager vraiment? Et dans une des interviews que j'ai entendues de toi, tu parles justement de l'engagement en disant est-ce qu'on peut vraiment être engagé pour une entreprise en fait? Et c'est ça que j'aimerais discuter aussi avec toi, c'est cette notion d'engagement, parce que quelle que soit l'organisation, est-ce qu'on peut vraiment être engagé complètement dans une organisation ou est-ce que notre engagement finalement il est ailleurs et l'organisation ou notre travail, notre activité, c'est juste une partie de notre vie en fait. Euh, la maternité, ça a été un point de désalignement pour moi. Euh, J'étais stressée, enfin, euh, même dissociée, un truc comme ça. J'étais jamais, enfin, quand j'ai eu mon fils, j'avais cette sensation très désagréable d'être jamais au bon endroit. J'étais en réunion, je pensais à mon gosse. Quand j'étais avec mon gosse, j'avais qu'une envie, c'est putain, que enfin, qu'il fasse sa sieste ou qu'il fasse son truc pour que je puisse me travailler comme une dingo sur mon ordinateur. Tu vois, et ça a été compliqué, ça a été compliqué pour moi, cette phase-là, de réadapter et je vais aller plus loin, de frustration, en fait. Parce que, parce que et j'adore mon enfant, pour rien au monde, tu vois, ça ne remet. C'est qu'en fait, j'avais tellement, enfin, on connaît toutes ça. Enfin, celle qui me dit non, je pense qu'elle ment effrontément, tu vois. Euh, Merde, cette liberté, tu vois, qu'on connaît quand on n'a pas de gosse et qui nous, et je vais dire qui moi m'a plombé, tu vois. Et la liberté pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Faire ce qu'on veut quand on en a envie. Enfin, je suis désolée pour tes auditrices, mais c'est une porte ouverte, pardon, mais ça a été, c'était un choc pour moi parce que j'avais la croyance et le manque d'humilité de me dire ouais, j'ai toujours tout géré, j'ai géré des équipes, des machins, donc je vais gérer un gosse, tu vois. Je le caserai dans le planning, mais non, en fait, c'est de la merde, hein, c'est du bullshit. Mm, Et ça, alors, les femmes commencent à en parler ouvertement, mais moi, j'avais en tête que tout était possible. Moi, j'ai été baignée dans un milieu féministe avec une grand-mère qui travaillait, avec une mère qui travaillait. Donc, tout était possible, en fait. Ouais, mais alors attends, ce qu'on nous a pas dit, c'est à quel prix et quel est le coût à payer, tu vois. mm, Et ben pour moi, ça a été de jamais être au bon endroit. Je mm, n'étais jamais au bon endroit. J'avais une qualité de présence de merde et puis de tiraillement qui a été très compliqué. Et je boucle avec ta question sur la notion d'engagement.
Est-ce qu'on peut être engagé dans une entreprise à partir du moment... Je vais parler de ça en lien avec la maternité, puis après je vais dézoomer. Mm. L'engagement quand on est mère de famille, je te prie de croire que c'est compliqué. Parce que quand tu as ton gosse, tu sais que tu le mets à la crèche. Enfin, si on est honnête, on l'a tout vécu, hein. Tu mets ton gosse, alors dans le système français, hein, tu sais qu'il a un peu de fièvre. Là, tu fais ta mère comment, un peu indigne. Tu sais que tu vas te faire appeler, mais tu dis, putain, j'ai une réunion à 9h, donc ça va passer juste sur ma matinée. Je sais qu'ils vont m'appeler à 11h30. Enfin, donc non, l'engagement, je peux t'assurer que tu as la tête. Enfin, tu vois, il y a une dissociation entre le corps et la tête. Il n'y a rien qui, rien qui suit rien. Donc l'engagement est une période, à mon avis, compliquée quand on est mère de famille. Ça, j'en suis certaine. Et puis après, les choses ont tendance à se tasser. Maintenant, je dézoome sur l'engagement de manière plus globale et plus générale. C'est une vraie question. C'est une vraie question, sachant qu'aujourd'hui, enfin, les feux sont pas vraiment au vert concernant l'engagement, le management. La majorité des jeunes et même des moins jeunes, hein, parce que je suis pas à faire de l'opposition générationnelle. Tu as quand même d'individus qui veulent devenir managers à se retrouver entre le marteau et l'enclume sans forcément des gaps de salaire importants. C'est quand même manager, c'est quand même beaucoup d'emmerdes. C'est aussi beaucoup de joie, mais c'est aussi beaucoup d'emmerdes. Bon, donc c'est compliqué. Donc l'engagement dans l'entreprise, c'est multifactoriel. C'est la rencontre entre un individu et une culture d'entreprise. Donc ça dépend, il y a une grosse interdépendance entre le profil de la personne et la culture de la boîte aussi. Qu'est-ce que cette boîte permet? Comment elle le permet? Tu vois, et ce que ça dit des interactions qu'on peut avoir ensemble en lien avec des notions qui, pour moi, sont des piliers qui sont, entre autres, la notion de confiance. Tu vois, on parle beaucoup enfin, j'en parle dans mon bouquin d'Amy Edmondson qui parle de sécurité psychologique. On en parle beaucoup en ce moment, mais oui, c'est fondamental parce que s'engager pour des tocards, je vais le dire de manière un peu trash, mais c'est vraiment comme ça que je le pense. Bah, t'as pas forcément envie de t'engager alors qu'il n'y a pas de confiance dans la relation, que tu sais que tu peux te faire dégager à tout moment quand tu es dans des structures un peu dures. Je pense là des profils particuliers. J'en parle d'ailleurs dans le bouquin, des profils, des structures de boîte type, tu vois, LBO, etc., qui sont des structures qui pressent les individus, etc., où le seul mot d'ordre, alors là, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, je l'ai jamais été, j'ai pas de naïveté, mais alors là, on est vraiment dans le néo... capitalisme horrible, tu vois, qui broie tout et qui veut que de l'EBITDA et de la renta, tu vois, et du bas de page à gogo. Combien vous avez fait de pourcents? Le reste, on s'en fout, tu vois, que géré par les KPI. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est vraiment la rencontre, pour moi, l'engagement, la rencontre d'un individu avec tout ce qu'il est dans sa complexité et la culture, et une culture d'entreprise. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de partager et qu'effectivement, l'engagement, si tu veux, c'est une notion très puissante et en même temps toute relative. Je dis très puissante parce que c'est ce qui permet de faire, comment je vais dire ça, de faire, euh, c'est marrant, j'allais dire de faire société. Ouais, si, il y a quelque chose comme ça, en fait. Engagé autour d'un projet, les entreprises sont des petites sociétés à leur échelle, tu vois ce que je veux dire? Donc, de travailler ensemble dans une dynamique et commune et d'accepter qu'il peut y avoir quelque chose de plus grand que soi, tu vois? Je suis vraiment toujours là-dedans. Mais pour ça, tu vois, il faut avoir une entreprise et un boss qui accepte cette vision euh, de travailler sur des projets bah, qui dépassent juste la vente de produits ou la vente de services, tu vois. Mm.
Enfin, j'ai beaucoup trop parlé. Et quand tu dis faire société, ce qui est intéressant, c'est aussi l'interdépendance en fait entre les membres d'une société. Si on fait société, on n'est pas des individus isolés, on est forcément interdépendants les uns les autres. Et du coup, comment est-ce que cette interdépendance, elle peut être bénéfique pour tous dans l'entreprise finalement? Parce qu'en fait, on n'est plus dans cette mécanique individualiste, mais dans une mécanique collective qui nous engage tout à chacun en fonction de nos talents, de nos spécialités, de nos dons, de nos capacités, etc. Qui fait qu'à cet endroit-là, à ce moment-là, il émerge autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. C'est-à-dire qu'on est dans la reconnaissance euh, de chacun euh, pour redéfinir ce qu'est l'entreprise dans sa dimension. Tu me suis? Ouais. On a perdu la fin de la phrase, redéfinir l'entreprise dans ses dimensions. Dans sa dimension, redéfinir l'entreprise dans sa dimension humaniste. Ouais, ok, ça marche. Et il y a une autre notion que tu abordes dans le livre et qui me semble aussi intéressante, c'était la différence entre bonheur et bien-être. Mm, Et à un moment, tu dis, autant le bien-être est important en entreprise, autant est-ce que c'est dans l'entreprise que je dois trouver mon bonheur. Ou, je paraphrase, mais en gros, mhm. quelque chose comme Oui, ça. c'est ça. Et est-ce que tu peux revenir justement sur cette notion de bonheur versus, enfin pas versus, mais bonheur à côté du bien-être et la différence entre les deux? Mm. Bah, le bien-être, si tu veux, c'est un état d'être où, bah, par définition, on est bien, mais c'est surtout un état j'allais dire, de fluidité émotionnelle, où finalement on ne se pose pas de questions sur des jeux de pouvoir, sur des... Tu vois, il y a une espèce comme ça de choses invisibles dans le lien où tout est très fluide, dans une mécanique quotidienne. Le bonheur, pour moi, a une dimension plus philosophique. Alors, elle peut être une vision nietzschéenne, stoïcienne, en fonction de l'obédience de chacun, jungienne même, des pensées et des croyances de chacun. Mais il y a une dimension plus philosophique au bonheur. Et pour répondre à ta question, je pense qu'on peut être bien au travail, donc être dans le bien-être au travail. Le bonheur est une vision pour moi. Et ça me fait hurler quand on parle de... Alors, on l'a moins maintenant, hein, cette notion de bonheur au travail, mais il y a eu toute une... Avant Covid, tu vois, où on parlait de bonheur au travail, mais les mecs, enfin, non, quoi, en fait, vous me rémunérez parce que je sais faire un job, a priori correctement, je suis un bon manager, un bon technicien, j'ai des chiffres qui sont bons, je gère mes budgets, etc. Je vais essayer d'être bien dans mon taf. Maintenant, le bonheur, non. Non, moi, alors, je suis assez catégorique dessus. Je suis pas certaine que c'est à cet endroit-là. Le job peut faire partie, mais c'est pas à cet endroit-là que ça se joue. De mon point de vue, hein, ça Mm, n'engage que moi. mm. Mais je pense que c'est encore fort cette notion de bonheur au travail, même si on l'appelle autrement. Il y a des gens qui vont parler d'être passionné pour son job ou ce genre de choses. Ça tourne toujours quand même autour de l'idée que finalement, l'alpha et l'oméga de nos vies, c'est notre activité professionnelle en fait. Et que c'est là qu'on va y trouver épanouissement, réalisation de soi, sens de notre vie, bonheur, etc. Et c'est un discours que je trouve encore très très dominant et c'est pas pour rien parce que c'est aussi avec ce discours-là que tu individualises l'engagement des gens dans leur travail en fait, en leur disant c'est là que vous allez y trouver tout ce dont vous avez besoin finalement. Mais c'est bien connu, l'entreprise, c'est l'alpha et l'oméga de l'humain. Mm, Mais non, mais ça c'est du storytelling, tu vois, qu'on voit sur les plaquettes ou dans les sites ou dans les séminaires à la con. Je dis je parce que c'est une croyance. Je n'y crois pas. mm, Je n'y crois pas à la mm, réalisation de soi. C'est un élément, tu vois, c'est un élément, mais c'est pas euh,
c'est pas ce qui fait on est dans cette notion on est dans cette notion de bonheur, tu vois. Mm. C'est plus complexe que ça, c'est multifactoriel. Je te dis, le bonheur, c'est une question philosophique. Donc si tu as 2 heures, je peux t'en parler, mais c'est pas à cet endroit dans l'entreprise de mon point de vue, je pense on peut le trouver. On peut être bien, oui, ça, je l'ai vécu, je le sais par expérience, oui. On peut avoir du plaisir à être ensemble, on peut avoir du plaisir à monter des projets ensemble, on peut avoir du plaisir à partager du temps ensemble, on peut même se faire des amis. Ça, j'en suis convaincue parce qu'on passe quand même pas mal de temps au taf. Euh, il peut d'ailleurs naître des histoires d'amour, hein. Il y a plein de gens qui se rencontrent au taf, tu vois. Donc, c'est vecteur de pas mal de choses sur le plan de la sociabilisation, de la socialisation, etc. C'est génial pour ça. Mais ça parle d'autre chose. Là, on est en train de creuser un sujet qui distingue aussi le faire et être. Est-ce que je fais ou est-ce que je suis? Ou est-ce que je fais qui je suis? Enfin, tu vois, ça nous emmène loin. C'est est-ce que je suis reconnue par mon statut social euh, je suis tout le temps dans cette dynamique du faire, du livrable, de rendre, ou est-ce que je suis reconnue par qui je suis? Et qu'est-ce qui définit mon identité et mon être, tu vois? Enfin, ça nous emmène loin. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, là encore, de mon point de vue, de dichotomie entre faire et être. Et alors, le Graal, c'est quand tu arrives à associer faire et être. C'est à cet endroit-là que on est à sa place, en fait. Je crois que c'est ça, tu vois? J'ai fait une digression énorme, mais Ouais, mais justement, est-ce que je vais continuer dans la digression. Est-ce que ouais. le fait d'associer le faire et l'être euh, doit se faire au bénéfice d'une organisation ou doit se faire ou se fait pour soi-même, par exemple en, je sais pas, créant son activité ou en travaillant pour soi, tu vois. Ce que je veux essayer de creuser du coup, parce que je trouve ça intéressant par rapport aux clientes que je peux accompagner, c'est Ouais. justement cette espèce de Graal qu'on leur présente, qui est que elles vont être alignées avec leur job, elles vont être alignées avec leur taf et tout va bien se passer, etc. Mhm. Mais au bout du raisonnement, le bénéfice, il est pour qui en fait? Est-ce qu'il est que pour l'entreprise? Est-ce qu'il est pour la personne aussi? Est-ce qu'il est majoritairement pour l'entreprise? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, je pose souvent cette question à qui cela profite, tu vois? Mm, Et en même temps, en posant la question, on oppose. On oppose, c'est-à-dire qu'il y aurait forcément quelqu'un qui gagnerait plus. Tu vois, est-ce que c'est la structure, est-ce que c'est l'orga ou est-ce que c'est l'individu? Je pense que la question, elle se joue ailleurs. Elle se joue dans quand je vais bosser le matin. Est-ce que j'ai envie d'y aller, quoi? Ou est-ce que ça me casse les couilles? En fait, mm, là, je crois que la question, elle est finalement plus simple, tu vois, c'est revenir à du bon sens paysan en se disant, OK, est-ce que, est-ce que je suis, c'est même pas au bon endroit, quoi. Est-ce que, en fait, quand je me lève le matin, que je monte dans ma bagnole ou que je vais dans les transports en commun, putain, ça me fait plaisir d'aller bosser, quoi. Tu vois, ça me fait plaisir de retrouver mes équipes. Je sais que je vais passer un bon moment où, en fait, ça va être l'enfer du devoir, tu vois. Et du mm, devoir, c'est ça, tu vois. mm, Et, et je ne suis pas certaine euh, et je reboucle avec ta première question, et je vais répondre par une question. Est-ce que l'entreprise est un vecteur de réalisation de soi? Oui, en partie, mais je reste sur ma ligne. Mais l'entreprise ne peut pas tout, mm, tu vois. Et mm, c'est là où on commence à rentrer dans la complexité humaine, qui est que cette réalisation de soi ne peut s'entendre que par un millefeuille j'allais te dire, d'expérience et de joie cumulée. Tu vois ce que je veux dire? Un cumul, en fait, euh, qui fait qu'on se dit, bah, en fait, je crois que
Je crois que je fais plutôt bien ce que j'aime. Je, j'aime ce que je fais. Bon, ok. Et en fait, le curseur, je crois il est même sacral, c'est-à-dire c'est une autorité corporelle qui dit, ok, je suis. Et on le sent le matin, merde, quand on monte dans sa voiture ou quand on va dans les transports en commun. Mais tu l'as peut-être expérimenté aussi en accompagnement, en accompagnant tes clientes. Mais moi, je sais que j'ai des clients se retrouver à vomir tripes et boyaux avant d'aller en réunion, tu vois. Mais putain, les gars, vous êtes déjà allés trop loin, quoi. Mm, Ça va trop loin, tu vois. mm, Donc, c'est déjà une autorité corporelle qui te dit. Est-ce que oui ou non j'ai envie d'y aller? Est-ce que oui ou non j'ai envie de faire une partie de ma réalisation en tant qu'être humain dans cette boîte, dans ce projet? Tu vois ce que je veux dire? mm, Et alors, je vais être assez trash, mais c'est vraiment ce que je pense. À partir du moment où le corps dit non, il est largement le temps, c'est pas trash, c'est direct en fait, il est largement le temps de dire non, de s'écouter et de trouver des solutions rapidement, hein. mm, Parce que quand on commence à avoir le dégueulis ou les vertiges ou plus envie de se lever, ou plus, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il est mm, largement temps de quitter le navire, de quitter le bateau, quoi. Parce mm, que c'est mm, plus mm, à cet endroit-là que, que le être bien existe, tu mm, vois. Je parle pas mm, de bien-être, hein, être mm. bien. Et du coup, qui sont, est-ce que tu accompagnes encore des personnes individuellement? Est-ce que tu interviens uniquement dans les entreprises en termes de management d'équipe ou de dirigeants, etc. Et quel type de problématiques tu accompagnes? Ouais, en fait, moi j'accompagne plutôt les organisations, tu vois, sur la partie systémique, à comprendre en fait les enjeux. C'est pour ça que je te disais au départ, voir ce qui ne se montre pas et entendre ce qui ne se dit pas. À partir du moment où l'organisation ne se voit plus, qu'est-ce qui se joue en fait, tu vois, dans les process mis en place, dans les jeux relationnels, dans les dynamiques relationnelles, etc. Tu vois. Donc, et forcément, quand j'accompagne une organisation, forcément, j'accompagne les dirigeants, tu vois, c'est forcément lié. Tu vois, les top managers sur des comités de direction, euh, ou alors, euh, ou alors j'ai aussi cette casquette-là parce que j'ai enseigné pendant 15 ans le management dans l'enseignement supérieur, privé et à l'université. Des formations, je suis encore vraiment dans cette dimension de transmission, pas le prof chiant descendant, mais de transmission d'expériences, de tuyaux, d'astuces, etc. Tu vois, je suis un peu le MacGyver du management. Bon, bref, ça c'est pour ceux qui ont la ref, donc les plus de 40 ans. Euh, Bref, pourquoi je te parle de ça? Ouais, la formation, tu vois, de middle manager sur les enjeux typiquement de place, de clarté. Tu vois, plus en fait, plus c'est complexe, plus il y a des emmerdes, plus il y a des transformations avec des forts enjeux, des réorganisations, etc. Plus on fait appel à moi, tu vois. Et Mm, je bosse beaucoup en lien avec les RH, les CSE, tu vois, qui font appel à moi. Et travailler à voilà, la clarté, tu vois, offrir de la transparence, nommer ce qui dysfonctionne, tu mm, vois. Et c'est vrai que c'est important, tu vois. Déjà, juste non, de mettre le doigt sur une problématique, mais surtout, une fois qu'on l'a débunkée, de prendre le temps de la nommer et de ce qui se joue, tu vois, de manière consciente et inconsciente, à titre individuel, donc à titre collectif. Je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus parce qu'on se dit toujours, ouais, là, c'est Josie de la compta, c'est machin, non, ou c'est Antoine de la DV. Et en fait, c'est du bullshit, quoi. Parce que comme je te l'ai dit, et alors là, je boucle avec l'introduction qu'on a faite ensemble tout à l'heure, comme nous sommes, à partir du moment où on a compris cette dimension systémique et d'interdépendance, c'est pas le problème de la faute de ou la responsabilité d'un tel et d'un tel, parce qu'en fait, on est de toute façon tous reliés les uns des autres. Donc c'est pas le doigt à bouc émissaire sur Josie de la Conta ou Antoine de la DV, mais bien à comprendre en fait ce qui se joue dans le système entreprise, dans le système individuel. Alors, je suis une obsédée de la systémique.
mais c'est pour moi fondamental parce que c'est avoir une vision holistique et globale de ce qui se joue, pas juste focuser sur une problématique. Parce que cette problématique, elle est symptomatique d'autre chose. C'est voir ce qui ne se montre pas et entendre ce qui ne se dit pas, tu vois. Mmh. Et quand tu as commencé à enseigner, dans les universités, Ouais. comment s'est fait la transition pour toi entre l'opérationnel en entreprise et l'enseignement? Bah écoute, j'ai fait comme souvent, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai, j'ai pris ma liberté, c'est-à-dire qu'il y a les attendus académiques, tu vois, où, tu vois, j'ai enseigné de bac+2 à bac+5, donc je peux pas sortir des clous de ce que sont les attendus académiques, parce qu'on doit amener les étudiants d'un point A à un point B, tu vois, comme en coaching, on a un objectif à atteindre. Donc ça, je suis jamais sortie des clous. En revanche, j'ai pris toute ma liberté et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours eu des patrons de département qui m'ont laissé carte blanche. Ça, j'ai eu un bol à chaque fois de fou. Et je suis très reconnaissante encore aujourd'hui pour ça. Euh, Parce que j'avais, si tu veux, la conscience, la rigueur de répondre je te dis, aux attendus, et en même temps cette grande liberté de parler de mon expérience. Et en fait, quand je rentre dans l'enseignement privé au départ, l'enseignement supérieur privé, c'est une femme qui me tend la main pour me faire rentrer dans l'enseignement et qui me dit euh, surtout, vous savez, ils doivent passer leur examen au bout c'était des BTS au bout des 2 ans. Voilà, je dis oui, je serai vigilante, vous pouvez compter sur moi, mais surtout, c'est elle est venue aussi me chercher pour que je puisse parler du terrain, tu vois, de ce qu'a été mon job de manager, ce que c'est, comme c'est complexe le recrutement, mes plantades, tu vois, mes erreurs et tout ça. Et, euh, et à chaque fois, alors avec beaucoup d'humilité, mais j'ai toujours eu des cours pleins avec pas d'absent parce que les étudiants me disaient toujours, ah ouais, mais avec vous, au moins, c'est hyper concret, quoi. Et j'ai toujours eu ça chevillé au corps et encore aujourd'hui, tu vois, quand je fais des formations, euh, on a un objectif à atteindre, mais quand tu vois les étudiants, les apprenants ou les managers que je forme, je leur parle du terrain, de ce que j'ai vécu avec vérité, tu vois, je te dis des erreurs parce que je me suis plantée sur des recrutements et je me suis plantée, tu vois, par exemple, je pense à un truc là. Je devais ouvrir, c'était à l'époque où je travaillais dans le milieu du bien-être et du soin et tout ça, et je devais ouvrir une filiale, c'était en Hongrie, et puis je suis partie avec Ubifrance pour ouvrir la filiale. Il fallait que je trouve un distributeur, si tu veux, pour représenter en Hongrie la marque. Et je suis quand même restée une semaine, ça a coûté une blinde à la boîte, etc. Et je suis rentrée, j'ai fait chou blanc, j'ai rencontré plein de gens, mais il y avait personne que je trouvais, euh, que je trouvais à la hauteur, etc. Et j'ai pris, par dépit, j'ai signé un contrat de distribution avec un mec où j'aimerais bien aussi qu'on en parle, de l'intuition, où mon intuition me disait, bon, c'est bancal, mais ça va passer quand même, tu vois, ma tête se rassurait. Et je suis arrivée, je me suis plantée. Le mec, au bout de 6 mois, avait piqué du pognon dans la caisse. Enfin bon, c'était affreux, tu vois. C'était horrible. Et bon, tu vois, et parler de ça, et puis parler des succès aussi, parler du fait que 15 ans après avoir quitté certaines équipes, j'ai quand même des collaborateurs, des collaboratrices qui me contactent encore, tu vois, pour me demander des conseils. Et ça, c'est ma plus grande fierté parce que le fil rouge de mon histoire, avant d'être de la gestion de budget des KPI, et j'y tiens beaucoup, c'est l'humain. Moi, ce qui m'a intéressé dans tous mes jobs,
c'était rentrer en relation avec mes collaborateurs, avec mes collègues, avec, tu vois, et parce que ce qui fait tourner, ce qui fait le sel de la vie, bordel, c'est les gens. C'est les gens qu'on rencontre, c'est le cœur qu'on y met, c'est, tu vois, et c'est ça. En fait, alors oui, je suis pas naïve et je vis pas dans le monde des bisounours. On est drivé par effectivement par des repères, par des indicateurs financiers. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'on va être dans cette forme de performance durable? C'est putain que les équipes soient contente d'être là, soit justement on parlait d'engagement, d'avoir du sens à ce qu'elles font. Et ça, c'est aussi, enfin c'est comme ça que j'ai toujours fait mon job, le job de manager. Donc pour répondre à ta question, le pont s'est fait assez simplement. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des patrons dans l'enseignement qui m'ont fait confiance. J'en ai parlé tout à l'heure de cette notion de confiance, elle est fondamentale parce que c'est ce qui fait que on peut aller à un endroit sans se poser de questions, tu vois. En même temps que je Mm, te le dis, j'ai un souffle qui arrive, c'est, tu vois, quelque chose qui se pose, tu vois, c'est, mm, ok, c'est cool, c'est cool. Techniquement, je tiens la route, je peux me permettre des excentricités. Mais c'est vrai que mes collègues enseignants me disaient toujours, mais comment tu fais? Tes classes sont pleines, etc. Ben, je suis pas descendante, je laisse beaucoup la parole, la pédagogie inversée, laisser du champ, laisser de la place à expérimenter, à se planter. Et puis et dire que, tu vois, on s'en fout des notes en fait. Mais c'est ce que je dis à mon fils, je fais une parenthèse, mais c'est pas le sujet, les notes. C'est est-ce que tu as compris? C'est ça l'enjeu, tu vois, quand on est enseignant, quand on est manager, c'est OK, est-ce que tu as compris à cet endroit-là ce qui se passe? Est-ce que mm, tu comprends à cet endroit-là ce qui se joue? Est-ce que tu es OK pour dire que là, on peut améliorer ça, on peut faire ça? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux te l'approprier? Est-ce que oui ou merde, tu peux incarner ce que tu viens de vivre comme échec, comme réussite qui va te servir finalement pour la suite, tu vois? mm, Bon, après, c'est vraiment la vision de ce que j'ai porté finalement tout au long de ma carrière professionnelle. mm. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, j'ai besoin de me former au coaching? Parce que tu avais déjà été manager, si j'ai bien Ouais. compris, tu avais déjà été enseignante avant de te Oui, former oui, au oui, c'est coaching. ça, oui. Et à quel moment tu t'es dit, j'ai besoin ou j'ai envie, peut-être c'est pas forcément un besoin, ça peut être une envie aussi, de structurer mon approche et de me former au coaching? Ouais. Euh, parce que j'étais, je te dis, comme Monsieur Jourdain, je faisais de la prose sans le savoir, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Mm, mm, C'est dans Le Bourgeois gentilhomme, hein, c'est mm, ça, ouais. mm. Ouais. Ouais. Et en fait, la notion de structure est arrivée rapidement. Je vais te dire pourquoi. Pour deux choses. La première entrée, c'est quand je travaille aux États-Unis. Il y a de ça. Putain, c'est Mathusalem, quoi. Quand je travaille aux États-Unis, donc on est en 99-2000, tous les managers, tous les dirigeants ont des coachs. Tous. Et ils sont ultra fiers de dire, ouais, moi, je travaille avec tel coach, ta. Sous-entendu, toi, tu peux pas te payer, alors que moi, j'ai un méga. Tu vois, on est en 99, quoi. Mm, Et, euh, et je dis, mais c'est pas possible. En fait, je file des coups de main comme ça à tout le monde parce que c'est dans mon énergie non pas d'être dans une posture de sauveur, hein, pour être très très clair, mais de filer des tips, tu vois, d'être dans cette recherche de solutions parce que c'est sympa quand tu connais le chemin, que tu vois, de filer des raccourcis. Je trouve qu'il y a quelque chose de généreux là-dedans. Ça fait partie de ma personnalité et de dire, bah, voilà, on va essayer d'expérimenter quelque chose de plus professionnel. Et ça m'a fait tilt en me disant, mais putain, ouais, c'est vrai que il y a de ça. Ouais, en 99, ils avaient tous des coachs, ça pourrait, c'était pas débile. Et entre-temps, je t'ai glissé que j'avais fait plus de 10 ans de thérapie analytique, une à deux fois par semaine. Oui, alors expliquez-moi. C'est quoi la suite? Plutôt jungienne, parce que j'ai une fascination pour Carl Jung. Bon, bref, on pourra en parler après, mais pour te dire quoi? Pour te dire que, en fait, je me suis dit, c'est ou le coaching ou la psy, tu vois?
Et le psy, et j'ai regardé, si tu veux, pour rentrer à l'université. Donc, j'avais aucune. Quand tu rentres à l'université, à la fac en psy, tu n'as aucune, comment on appelle ça, pont Donc académique, l'équivalence. c'est-à-dire, ouais, merci, équivalence. Mm, Donc, il fallait que je redémarre de zéro. Alors, c'est pas de redémarrer de zéro qui me gênait, mais c'était 5 ans. Tu vois, c'était autre chose. Il y avait une dimension plus analytique. Quand je dis analytique au sens thérapie, hein, plus de réflexion, être dans la pensée. Alors que le coaching de dirigeants, comme il m'a été enseigné à HEC, était beaucoup plus business, terrain, opérationnel. Et je me suis dit, OK, prends cette voie-là parce que c'est ce que je connaissais finalement. Donc je crois que j'y suis allée, pas par facilité, mais par intuition, par sensation que ce serait plus juste pour moi d'aller vers quelque chose qui serait moins dans la pensée, moins dans les idées et plus dans cette dimension opérationnelle et d'aller accompagner sur des éléments que j'avais moi-même expérimentés. Tu vois ce que je veux dire? mm, Mais c'est mm, pas parce que tu as expérimenté que tu fais un bon coach, hein. On est mm. bien d'accord. Mais c'est pour ça que l'enseignement était pour moi fondamental. Et puis. Et puis voilà quoi. Mm. Ok. Et du coup, pour en revenir donc à ton livre, Putain Ouais. facteur humain, à quel moment tu t'es dit, j'ai envie de compiler en quelque sorte ma façon de voir les choses, mon expérience, etc., dans un livre? Et quel objectif, est-ce que tu avais un objectif pour ce livre? Est-ce que tu le destinais à une population en particulier? Mm. En fait, ce livre, comme je t'ai dit, je pense que ça fait 25 ans ça fait 25 ans que je l'écris. Euh, et ce livre, comment je vais te dire ça? Pour moi, il y avait une urgence. Tu vois, j'arrivais à un moment dans ma vie où il y avait une urgence de poser en fait les idées que je véhiculais depuis 15 ans en tant qu'enseignante, pendant toutes mes années de manager. Là, j'avais une espèce d'urgence où il fallait que je dénonce ce qui déconnait, que tu vois que je mette les pieds dans le plat de ce qui ne fonctionnait, enfin de ce que je voyais au quotidien qui dysfonctionnait en fait. J'avais une urgence des tripes qui disait euh, c'est maintenant ou jamais, tu vois, et sachant que ce facteur humain est tellement important euh, et en même temps complexe. Et c'est ce qui fait dans les boîtes la pluie et le beau temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser en disant oui, mais c'est le marché, oui, mais c'est l'économie, oui, mais tu vois, en cherchant toujours des facteurs exogènes à une réussite ou à un échec. Mais de comprendre qu'en réalité, ce qui fait le sel d'une boîte, c'est l'humain et ce facteur humain qui sert ou dessert un projet, une culture d'entreprise, etc. Tu vois? J'avais cette urgence tripale, je sais pas si ça se dit, mais cette urgence du cœur de poser, tu vois, parce que euh, on dit que la parole est d'or, c'est ça, mais certes, mais ce qui est important, c'est quand même quand les écrits restent, tu vois, j'avais besoin à, ce à ce moment-là, de poser cette pensée qui s'échappe ou dans des amphithéâtres, ou dans des séminaires, ou dans des conférences, et que ça reste, tu vois ce que je veux dire? Et que, et de dire, ben voilà, moi, ma vision du monde, elle est, elle est atypique, elle est probablement, elle nage à contre-courant, c'est certain. Ça va piquer ceux qui sont pas prêts. Ça va parler à ceux qui sont déjà dans le bain. Et puis c'était pour rassurer en fait, j'allais te dire les dirigeants, les équipes c'est possible de faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a une autre voie possible que cette vision communément
voulu d'un management, je vais caricaturer, mais descendant, autoritaire, etc. Et qu'on peut faire autrement, on peut travailler autrement, on peut manager autrement, on peut penser l'entreprise autrement, on peut penser le travail autrement. Et de toute façon, on est poussé par les nouvelles générations à changer complètement notre fusil d'épaule. Et puis par l'urgence climatique, enfin, tu vois, tout ça faisait que la mayonnaise prenait et que c'était là, tu vois, que c'est, je sais pas te le dire mieux, ou mieux te le dire. Et puis la cible, je savais que je voulais m'adresser euh, euh, aux gens que je pouvais humblement impacter, dont je pouvais éveiller humblement les consciences. C'est un grand mot, mais c'est vraiment ça, tu vois. Parce que, parce que tu te rends compte que ça fait plus de 15 ans que je parle du même sujet, tu vois. Faut sacrément y croire, être sacrément convaincu que ça a et ça peut avoir de l'impact, tu vois. Euh, et c'était ça, c'était travailler avec continuer de travailler avec les RH, continuer de travailler avec les dirigeants et d'allumer des lumières, tu vois, dans un monde de l'entreprise qui est pas super foufou, super funky, et avec des individus qui sont en burn-out, tu vois, quand je me suis formée, tu vois, parce que j'ai voulu me former à la santé mentale, donc pour écrire mon chapitre sur la santé mentale, je me suis formée avec une infirmière psychiatrique et une travailleuse sociale, de comprendre en fait les enjeux euh, de la maladie mentale dans le monde de l'entreprise et ce qui se jouait. Et quand le- le- l'infirmière me dit, mais tu sais, les chiffres de l'OMS sont pas bons. Un Européen sur quatre aura dans les 12 prochains mois un trouble psychique. Alors, il faut savoir ce qu'on met derrière trouble psychique, c'est trouble anxieux généralisé, dépression, addiction, tu vois. Merde, merde, on en est là, quoi, tu vois, on en est là. On est le premier pays en France à s'envoyer des psychotropes. Alors, je stigmatise pas les gens qui se tapent des anxiolytiques et tout ça, parce que la vie est pas droite, on le sait. On peut être fracassé par la mort, par un divorce, et on n'a pas tous forcément les ressources psychiques pour, voilà, et c'est ok, j'ai pas de jugement. Je dis juste que nos vies ont des impacts sur l'entreprise et l'entreprise a des impacts sur nos vies perso. On peut pas faire comme si ça n'existait pas et de comprendre qu'en fait, voilà, ce livre, je l'ai voulu s'inscrire dans la réalité, dans une, pas la réalité, dans une réalité, dans l'expérience du terrain et surtout repenser, putain, si tu veux, mais c'est sur la couverture, tu vois, le greenwashing, du social washing, tu vois, de mettre tout le monde, de parler vrai pour agir juste. Voilà, c'était ça. Parler Mm. vrai pour agir juste. Nommer, quand on nomme, ça gratte. Je sais que ce livre ne s'adresse pas à tout le monde parce que c'est un livre qui pique. Enfin, tu l'as lu, t'as bien vu, c'est un livre qui gratte, c'est un livre qui met les pieds dans le plat de mécaniques complètement déconnantes, la façon dont on traite l'humain, la façon dont on traite la planète, la façon dont notre rapport à l'argent, notre rapport au management, et puis ouvrir vers quelque chose de positif, tu vois. Mm. Justement, pour ouvrir à quelque chose de positif, est-ce que tu as, sans forcément citer des noms, mais est-ce que tu as travaillé avec des entreprises pour lesquelles, à la fin de ton intervention, ou même avant, hein, parce que voilà, où tu t'es dit, en fait, ça va, quoi, ça va, ça fonctionne, c'est bienfaisant, à défaut d'un meilleur terme, mais en tout cas, ça ne nuit pas. Soit aux salariés, soit même à ses clients, ses consommateurs ou à la planète. Est-ce que tu as des exemples positifs où tu te dis, en fait, ça va, ça fonctionne, c'est possible, quoi?
Mm. Il y a des entreprises qui aujourd'hui, j'en parle, tu vois, par exemple, je pense à la compagnie des lavandières, je pense à Clinitex, je pense à des boîtes comme ça qui aujourd'hui, si tu veux, ont compris l'intérêt d'être focusés sur leurs collaborateurs, d'être focusés sur ce, 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 ce se faire bien, se être bien pour avoir des impacts globaux et sur la planète et des impacts globaux positifs et sur la planète et sur les collaborateurs et donc sur les bidas, sur les chiffres en bas des comptes de résultats, tu vois. Et par expérience, ce que je peux te dire, c'est que plus on fait le focus sur, et je répète, sans naïveté, hein, je suis pas dans le monde de oui-oui, hein, plus on fait le focus sur ceux et celles qui sont dans les boîtes aujourd'hui, avec la notion de confiance, de sécurité psychologique, etc., qui n'est pas, j'en parle dans mon bouquin, qui n'est pas du management, c'est-à-dire ce micromanagement, tu vois, qui serait comme un truc très étouffant, mais bien la volonté de comprendre avec qui je travaille et pourquoi je le fais, tu vois. Donc oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des boîtes qui sont en marche. Et ça, tu sais, quand j'arrive avec des exemples très concrets dans les entreprises, ça rassure beaucoup les directions que la transformation, euh, est possible. Alors on parle de change management, mais en fait on s'en fout. Dans la réalité, c'est comment on fait autrement, tu vois. Mm. J'aime bien moi, non pas de simplifier, mais de revenir à du bon sens paysan. Comment on monte la marche en même temps que, en même temps que cette compréhension plus large de tout ce mouvement global et planétaire et climatique et humaniste qui est profondément présent. Ne pas le voir, je ne sais pas aujourd'hui, qui peut... Enfin, si, je sais. Qui peut ne pas le voir? Mais ça arrange on en parlait tout à l'heure. À qui cela profite? C'est une question que je pose perpétuellement et souvent. C'est marrant que tu l'aies évoqué, mais à qui cela profite? Cette, entre guillemets, il n'y a pas d'ésotérisme dans ce que je dis, mais cet ancien monde qui n'existe plus. Ce management à la papa, comme dans les années 80, tu vois, c'est terminé tout ça, c'est fini. Et il est largement temps d'ouvrir les yeux. Et il y a plein de boîtes qui ouvrent les yeux, qui ont ouvert les yeux. Je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai jamais rencontré encore. Euh, le patron de Patagonia, peut-être tu le connais, Yvon Chouinard, que j'aime Mm. beaucoup. Bon, pour moi, c'est des modèles, des mecs comme Emmanuel Faber, comme Hubert Joly, comme Daniel Henkel. Il y a des patrons aujourd'hui qui font autrement, qui utilisent, tu vois, j'ai pas continué tout à l'heure, mais à la fois cette dimension analytique et intuitive pour mener leur job. Et l'intuition, c'est pas un gros mot, c'est de comprendre. L'intuition, il y a pas de sorcellerie là-dedans, hein. C'est juste, par exemple, on achète une maison ou un appartement, on rentre dans l'appart, on se dit, Hmm, bah, j'aime pas trop. Bon, bah, c'est ça l'intuition, tu vois. Einstein disait, c'est une fulgurance de l'esprit. Mais c'est tout à fait ça, tu vois. C'est cette sensation de dire, bah, là, j'y vais pas. Ou, oh, cette personne, tu la rencontres pour la première fois, oh, bon, pas trop. Ou, oh, au contraire, ah ouais, génial, on va pouvoir faire du chemin ensemble, tu vois. Mais ça s'explique pas. Et dedans, pour moi, c'est cette fameuse complétude entre l'analytique et l'intuitif qui fait que on peut avoir, on peut, pour moi, de mon point de vue, être dans cette excellence managériale, cette excellence du visionnaire. Je crois que le monde attend aujourd'hui, tu vois. J'en parle dans le livre, ce servant leader, quoi. Euh, qui est pour moi l'aboutissement du leadership, tu vois, une vision au service de ses équipes, au service de l'autre, qui comprend les enjeux avec beaucoup de finesse, de subtilité, un leadership qui intègre les paradoxes, les complexités, tu vois, et qui sait
Et qui sait, j'insiste, voir ce qui ne se montre pas et entendre ce qui ne se dit pas, tu vois. Hmm, hmm. Et pour en revenir à toi en tant que personne et en tant que professionnel, est-ce que le livre pour toi, c'est quelque chose qui ajoute une brique à ta pratique ou est-ce que c'est quelque chose qui va permettre un pivot dans ton activité? Question de coach. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est plus un pivot qu'une brique, tu vois. C'est plus un pivot, c'est-à-dire que c'est comme un... euh, ouais, ou peut-être les deux, tu vois. Je me suis jamais vraiment posé la question. Ça peut être à la fois une brique et à la fois un pivot. Mais je l'ai pas... C'est marrant, tu poses cette question. En fait, je suis un peu embarrassée. Parce que je l'ai même pas envisagé comme ça, en fait. J'ai envisagé ce livre en disant... comme je l'ai envisagé dans l'urgence, c'est que je pense qu'il faut que tu me reposes la question dans un an. Tu vois, a posteriori de ce qu'il est devenu. Ça va, parce que là, mon éditrice a lancé un deuxième tirage, donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que c'est un livre qui résonne. Euh, mais ouais, il faut que tu me poses la question peut-être dans un an, je saurais te répondre. Ok. Et question subsidiaire, j'ai vu que tu avais participé à un événement sur scène avec, je crois, Work in Progress de Samuel Durand. Oui, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as vécu dans cette expérience en fait? Parce que c'était quelque chose qui était plutôt tourné autour de l'humour, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le Whip Comedy Club. C'est rire du travail après le travail. En fait, il faut que tu saches quelque chose, c'est que je suis comment on va dire ça? Une touche à tout. Alors, en France, quand on dit touche à tout, ça fait flipper les gens, tu vois. Bah, si elle touche à tout, elle touche à rien. En fait, non. Mais j'adore rire. J'aime beaucoup rire. J'adore l'humour. Et il y a de ça un an, mais c'est off, hein, mais bon, c'est pas grave, tu me poses la question, je te partage. Euh, je suis allée me former au cours Florent. Et parce que je suis quelqu'un de profondément curieuse et qui aime, donc je te l'ai dit, rire. Et d'ailleurs, en management, c'est un outil, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup servi. L'humour. Parce que moi, j'ai la croyance qu'on peut faire passer plein de messages avec l'humour. Je parle pas d'ironie, hein, je parle bien Hmm, d'humour. hmm. On peut faire passer même des gros gros messages avec de l'humour, que ce soit en comité de direction ou avec les équipes. Bon, bref. Et, euh, et donc voilà. Et j'ai fait quelques comédie clubs en fait. J'ai fait quelques comédie clubs où j'ai investi des personnages, etc. Parce que j'aime beaucoup parler des sujets avec des personnages. Et entre autres Monique. Et qui traverse en fait putain de facteur humain. Et je suis en pleine écriture d'en faire une conférence seule en scène euh, avec ce putain de facteur humain où je vais ce que tu as pu lire dans le bouquin, je vais le mettre en scène. Donc voilà, je suis en pleine écriture. Donc tu vois, tu et donc voilà. Et le whip, ça a été une super expérience parce qu'en fait déjà je me suis beaucoup marrée. Et alors, c'était une super expérience, je vais te dire oui et non. Alors, oui, parce qu'on a ri, parce que Samuel Durand, c'est quelqu'un dont j'apprécie le travail sur ses documentaires, et avec Victor qui gère le WIP. Euh, Ça a été super, et en même temps, j'ai jamais autant flippé. Ah oui, parce que je me suis retrouvée avec des humoristes pros. Donc, on était un plateau de 8 et je me suis retrouvée avec des humoristes pros. Et donc moi je tournais, tu vois, un petit peu dans les comédie clubs à Paris, mais sans en parler, tu vois, à personne. Je faisais ça dans mon coin et tout. Tout ça pour te dire que ouais, le whip c'était une bonne expérience et que c'était un peu fou quoi. Et qu'avec de l'humour, c'est ça surtout que je voudrais que tes auditrices retiennent dans leur pratique quotidienne, pardon, que ce soit dans leur vie perso, leur vie pro, avec leurs enfants, leurs maris, leurs équipes, collègues, où qu'elles se retrouvent dans l'organigramme. Avec l'humour, on peut faire passer plein d'infos et plein de choses. Mais c'est important la distinction que tu as faite entre humour et ironie ou cynisme. Parce qu'en entreprise, je pense qu'on confond souvent.
humour et cynisme en fait. Et que ça fait de gros, gros, gros dégâts de croire que les deux sont équivalents finalement. C'est très vrai. Non, le cynisme et l'ironie sont des armes de destruction massive. Carrément. Le cynisme et l'ironie, c'est ça. Alors que l'humour, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de rassembleur, il y a quelque chose de... Bon, à condition que ce soit bien fait. Mais tu vois, de, ouais, là encore, c'est une façon d'être au monde, tu vois. Et Mm, en même temps, quand tu as beaucoup d'humour, enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais beaucoup d'humour, que tu es une femme, que tu es, que néanmoins tu es très intelligente, etc., ou en tout cas intelligente, et, bah, c'est pas toujours, oh là là, elle cache des trucs, tu vois. Alors qu'en fait, non. Et c'est s'autoriser à se dire, bah, je peux être une très bonne technicienne, une très bonne professionnelle, et aussi être pleine d'humour. Et on peut aussi se marrer, tu vois, en bossant. Et on peut faire et on peut déglinguer les chiffres en s'amusant, tu vois ce que je veux dire? mm, N'étant pas incompatible avec l'autre, quoi. mm, carrément. On arrive à la fin, doucement, tranquillement, de cet échange. Et je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées et que je te laisse interpréter vraiment comme tu l'entends, et qui est: et si c'était à refaire? Je sais bien que tu la poses à toutes tes invitées. C'est une question qui m'angoisse. Tu peux pas imaginer. Ah ouais? Ah ouais, j'ai l'impression d'être à mes débuts en thérapie, tu vois. C'est des questions abyssales. En fait, parce qu'en réalité, si je suis très pragmatique et si je me décolle pas de la question, bah en fait, je te dirais, bah ça, c'est pas possible, tu vois. Et si je prends de la hauteur et du recul, si je prends de la hauteur et du recul, j'aurais envie de te dire que je ferais pareil. Je ferais pareil. hum, Je ferais pareil. hum, Et en même temps, il y a des comportements euh, que je n'aurais probablement pas dû tolérer. Euh, voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y a de ça des années, quand je débute ma carrière, surtout dans le milieu politique, où il y a des comportements, des attitudes, des verbes que j'aurais pas dû tolérer, mais c'est une autre époque. Euh, je crois que j'aurais fait la même chose. J'aurais juste voulu qu'on me prévienne sur la maternité quand même, et que l'illusion et le mythe de la superwoman, en fait, c'est du bullshit, c'est de la merde, ça n'existe pas. En fait, on va en chier, voilà. Et de se dire que en fait, c'est cool, c'est ok, c'est des temps et ça passe. Et, euh, et en fait, voilà, j'aurais aimé qu'on m'informe de ça. Mais si je suis à ton micro aujourd'hui, avec ce livre, avec toutes mes années d'expérience, bah, c'est grâce à mes erreurs, à à mes échecs et puis à mes réussites aussi. Donc voilà. Mais j'insiste. Je pense que je laisserai moins de place, je serai plus exigeante avec moi-même sur... alors j'ai su bien après dire non, m'opposer, etc. Ne pas accepter certaines choses, euh, des violences verbales ou des choses comme ça qui en fait sont je crois, à la fois fondatrices et en même temps destructrices, tu vois. Mais donc voilà, la question abyssale du divan de Sarah, et si c'était à refaire, je te dis donc que je referais la même chose. Voilà, ça fera 100 euros.
Écoute, t'es la première à me dire que c'est une question psychanalytique. En général, les gens la prennent un peu plus à la légère en mode quelle erreur j'éviterais, ou est-ce que je prendrais une autre décision à un endroit, etc. Je vois comment elle peut être abyssale, mais jusqu'à maintenant, elle a été prise de façon assez légère, je pense, par la plupart des personnes qui ont répondu. À creuser, on verra si ça tient cette question sur la durée ou si à un moment, il faut que je change. Merci, Madame la psy. Non, surtout pas psy. Surtout que j'ai eu la même réflexion que toi entre coaching et psycho. À un moment, je me suis posé la question de la psycho et quand j'ai vu qu'il fallait redémarrer à zéro et s'enquiller les 5 ans et qu'au tout début, les 3 premières années, ça allait pas forcément m'intéresser beaucoup, j'ai lâché l'affaire et du coup, j'ai fait autre chose. Ouais. Et donc, tu as fait du coaching Mais longtemps après, j'ai fait du longtemps coaching. après. Ouais, Bah, tu ouais. vois, c'est rigolo. On a eu la même vision. Ouais, ouais. Mm. Mm. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange très riche, Hélène. Merci à toi, Sarah. C'était un grand bonheur d'être avec toi. Merci pour la densité des questions. Merci de m'avoir laissé de la place avec des phrases que je ne termine pas. Et c'est c'est OK comme ça. Et pour m'avoir laissé de la liberté de ton. Merci beaucoup. Ben, je t'en C'est prie, avec très grand plaisir. précieux. Ouais, merci Merci beaucoup. beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!